Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et télévision centrafricaine, merci d'avoir choisi expressément ces deux stations publiques pour vous informer en temps réel des grands événements qui marquent l'actualité en Centrafrique. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale dans l'émission Parole au gouvernement qui offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement de la 7e République de rendre compte de la gestion de la chose publique au regard de la vision politique de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra. Pour cet nouvel épisode, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce double plateau technique le ministre en charge de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le professeur Richard Filakota, qui est déjà d'ailleurs avec nous. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Merci. Vaut mieux tard que jamais. Bonne et heureuse année 2025 à vous ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Nous serons naturellement trois pour s'entretenir avec vous autour de la table. Marjorie Ngongo, journaliste présentatrice à la télévision centrafricaine. Et moi-même, bienvenue Bissayo, journaliste, présentateur et producteur, directeur général de Télé Centrafrique. Monsieur le ministre, le 28 décembre 2024 restera jamais gravé dans les annales de l'histoire politique de la République centrafricaine. Vous savez autant plus que moi, le président de la République, chef de l'État, a prononcé un discours historique devant les députés de la 7e République et dans le contenu de son discours, le numéro 1 centrafricain, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, a passer en revue les grands efforts consentis pour redynamiser l'économie nationale qui est par excellence le poumon névralgique du circuit économique centrafricain. Alors que vous inspire ce discours magistral? Merci d'abord pour cette invitation sur ce plateau technique où la parole est donnée à chaque membre du gouvernement de faire l'exercice de ce qu'on appelle la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte des missions que le chef de l'État, sous le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement, que nous a confié pour pouvoir réaliser auprès des populations. Rendre compte de notre mission, mais également partager avec la population la joie, l'honneur et le plaisir de tout le travail que nous sommes appelés à réaliser pour le compte du gouvernement et au bénéfice donc des populations. Je reviens ainsi dit sur le discours du chef de l'État qui est un discours impressionnant, un discours programme et qui fixe le cap d'abord pour l'année 2025 et donc les années à venir, parce que c'est quand même assez condensé comme contenu de ce discours. Dans le cadre de ce discours, vous avez mis en exergue la question de la croissance économique, non seulement la redynamisation de l'économie, mais l'accélération de la croissance économique. Ça veut dire que vous voyez les choses sous un angle positif. Et je suis tout à fait entièrement d'accord avec vous, pour la simple raison que notre pays est en train d'amorcer en ce moment ce qu'on appelle la stabilité sociale, la stabilité sécuritaire, et ce qui enclenche d'une certaine manière la reprise des activités économiques. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'aller à l'intérieur du pays pour vérifier l'état de cette reprise de l'économie du pays à travers des activités des paysans, des populations qui reprennent goût au travail et qui se mettent à se prendre eux-mêmes en charge. Ils n'attendent plus qu'on leur apporte des bols de riz, des bols de lait, etc. Ça, c'est fini. Nous sommes sortis de cette dynamique d'attentisme et de recevoir. Mais maintenant, c'est la production. La population est entrée dans une phase de production. L'économie repose sur les activités de nos populations, mais aussi sur les activités de l'État. Donc l'économie, dans l'économie, vous retrouvez les activités, donc tout l'apport du secteur public, mais aussi l'apport donc du secteur privé. Dans l'entame de cette émission, vous avez évoqué
des concepts assez importants, des concepts assez clés quand vous parlez donc de modèle économique qui doit tenir compte de la conjoncture géopolitique et géostratégique. Les lignes bougent en ce moment. Avec l'arrivée du président Trump donc, à la tête des États-Unis, ça fait bouger les lignes en termes de paramètres, en termes de positionnement sur le plan international, en ce qui concerne le commerce international, en ce qui concerne la mobilité des populations. Mais avec la mobilité de la population, il y a ce qu'on appelle la mobilité des biens. Vous voyez, les puissances se positionnent. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit les pays du BRICS, tout le monde, et l'Europe également, parce que l'Europe ne veut pas être en reste. Donc chacune de ces entités et de ces puissances et cherche à se positionner dans l'agrégat économique que le monde est censé gérer en ce moment. Alors, c'est dans cette mutation à la fois géopolitique, géostratégique, et il ne faut pas oublier l'autre aspect, c'est la géoéconomie. Parce que derrière tout ça, c'est la question de la géoéconomie qui prévale. Alors donc, qui prévaut. Donc, à mon avis, la République centrafricaine prend en compte toutes ces données. Nous travaillons en ce moment en étroite collaboration depuis le sommet Chine-Afrique, où le président de la République a fait le déplacement en Chine pour essayer de lier, de signer des conventions avec les puissances asiatiques, notamment la Chine, pour que cette puissance qui a déjà des racines, qui a déjà une certaine avance sur le plan économique au niveau international, soit pour nous aussi un modèle, soit pour nous, en quelque sorte, un mentor qui peut tirer notre pays vers l'avant. Mais notre économie doit se construire d'abord sur le plan interne, sur notre potentiel, le potentiel foncier, le potentiel minéral, le potentiel écologique, le potentiel humain. On va parler du capital humain quand nous allons avancer dans le cadre donc, de cette discussion. Donc vous voyez, tous ces éléments contribuent à faire en sorte que l'économie centrafricaine se prépare à entrer dans la danse géoéconomique qui se fait en ce moment à travers le monde. Et je crois que nous avons des ressources pour pouvoir entrer dans cette danse. Monsieur le ministre, merci pour cet éclairage. Vous avez passé en revue les questions économiques, au fond, la croissance économique qui constitue par ailleurs, par conséquent, l'accélération des agrégats économiques qui doivent faire en sorte que le développement soit une réalité pour une mutation socio-économique au bénéfice du peuple centrafricain. Mais restons toujours dans ce registre pour dire que vous occupez aujourd'hui un portefeuille très au cœur du développement socio-économique de la République centrafricaine, pour la simple raison que vous avez en charge la planification du développement socio-économique de la République centrafricaine. Alors dites-nous, comment comptez-vous faire face à ces défis majeurs? Alors donc vous avez mentionné l'ampleur de ce travail, de cette tâche que constitue la planification du développement. Le développement commence avec la planification. Il faut penser le développement. Le développement ne se décrète pas. Le développement n'est pas quelque chose qui sort ex nihilo. C'est-à-dire ça ne sort pas de nulle part. Il faut penser le développement. Et en pensant le développement, on rentre déjà dans la problématique de la planification. Nous voulons un développement c'est le cas du PND, nous voulons un développement sur 5 ans. Nous voulons un développement sur 6 ans. Quelles sont les premières étapes? Les premières années, ça commence avec quoi? C'est des projections. C'est des projets. On commence les programmes et qui se déclinent en projets. Et les projets, maintenant,
on voit dans quel secteur on va loger ces projets, dans quel département on va loger ces projets. Et c'est ça la planification. Et le rôle du ministère de l'économie qui travaille en intelligence avec les autres départements ministériels, c'est de faire en sorte que ces planifications ne laissent pas de côté tout le champ que nous devons couvrir pour que le développement soit véritablement amorcé. C'est-à-dire, on prend les populations de la zone urbaine, il faut faire des planifications qui tiennent compte de leurs besoins, de leurs attentes. On prend en compte les populations de l'arrière-pays. Hein, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Il y a la question de route. Il y en a qui vont mettre l'accent sur la question de route. Nous avons besoin de route parce que nous produisons des céréales et nous n'arrivons pas à les écouler sur la ville de Bangui. Il nous faut des routes. Vous voyez? Et tout ça, ça se planifie. C'est une fois que la planification est faite que nous allons maintenant chercher les ressources. Hein, les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines, c'est-à-dire les compétences, et c'est toute cette conjugaison de ces différents éléments qui vont faire en sorte que la planification trouve maintenant sa place dans la vision du chef de l'État pour amorcer le développement. Monsieur le ministre, merci de nous avoir éclairé tout au long de la question liée à la planification qui est au cœur du développement socio-économique de la République centrafricaine. Nous allons aborder d'autres chapitres qui touchent au DCRP en passant par le RCP pour aborder le PND aujourd'hui. C'est avec Guy Djingote Kosani. Oui, monsieur le ministre, ces propos viennent de vous. Le développement ne sort de nulle part et j'en veux pour preuve le fait que la République centrafricaine a souscrit à plusieurs plans quinquennaux, notamment le DCRPE qui est parti de 2008 à 2010, le DCRP2 2010 à 2015 et le RCPCA également. Mais maintenant, c'est le PND qui rentre en danse. Ça va de 2024 à 2028. Que peut-on retenir, monsieur le ministre, des retombées de ces différents plans quinquennaux et quelle est la particularité avec la mise en œuvre du PND? Voilà un peu le sens de ma question. Vous voyez, nous sommes en train de faire pratiquement un voyage dans le temps. Hein, un voyage dans le temps et voyage dans l'histoire de nos pays, confrontés à chaque période à des situations particulières. Quand vous êtes dans le cadre des DSRP, hein, donc c'est des programmes de développement qui à l'époque étaient conçus pour répondre à la question des pays très endettés. Hein, les pays pauvres très endettés. À l'époque, c'était ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les pays pauvres très endettés? Alors, on a mis en place ces programmes DSRP 1, DSRP 2 pour répondre, pour aider ces populations, mais aider les pays qui n'avaient plus de ressources. Mais quand vous n'avez plus de ressources, vous dépendez de l'extérieur, vous dépendez des programmes de la Banque mondiale, vous dépendez des programmes du Fonds monétaire international et qui viennent avec leurs exigences, qui viennent avec leurs conditionnalités. Et donc, ils vont accompagner nos pays à travers ces programmes de développement, mais vous le savez très bien, c'est tout ça qui a entraîné en même temps des réformes. Parce qu'il faut, quand vous prenez de l'argent, vous empruntez de l'argent, il faut rembourser. Donc on a exigé de nous des États beaucoup de réformes. Hein, et quelques réformes que vous connaissez, hein, le plan d'ajustement structurel qui nous a coûté beaucoup hein, sur le plan social, sur le plan éducatif, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle, on a envoyé en masse des gens à la retraite, des enseignants à la retraite, et aujourd'hui nous sommes en train de payer le prix. Et aujourd'hui le chef de l'État est en train de mettre en place une nouvelle politique hein, pour essayer de renforcer le capital humain à travers le recrutement de plus de 6000 enseignants. Donc, tout ça, c'est pour corriger aussi les errements de ces programmes des années antérieures. On est arrivé au RCPCA. C'est la période de crise, hein, la période
de crise et de vache maigre, parce que l'État est passé par une situation de crise, de trouble, et il va falloir accompagner notre État. Donc on a mis en place un programme d'urgence. Donc là on est dans ce qu'on appelle la dynamique de la gouvernance de l'urgence. Quand vous êtes dans l'urgence, vous n'avez pas la tête dans le développement. Hein. Il faut subvenir aux besoins des populations, il faut subvenir aux besoins des salaires des fonctionnaires. Des priorités. La priorité, c'est ça. Hein. On a mis la priorité sur ces éléments-là. Maintenant que nous sommes en train de sortir de la gouvernance de l'urgence pour aller vers ce qu'on appelle la gouvernance du développement, axée sur le développement. Et c'est ça ce qu'on appelle le PND, le Plan National de Développement. Oui, mais on veut justement, par rapport à cette mise en œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger justement le passé? Parce que je ne parlerai pas d'échec, mais on a eu des difficultés. Je crois que maintenant on est en train de se relever, vous l'avez dit. Mais avec le PND, qu'est-ce qui va être concrètement fait, monsieur le ministre? Voilà, le RCPCA est censé tirer toutes les leçons des DSRP 1 et 2 pour pouvoir aider le pays à aller vers la gestion de la gouvernance de l'urgence. Hein? Vous me comprenez? Oui. Et le RCPCA est terminé. Maintenant, nous avons embrayé avec le PND. Donc, on ne commence pas le PND comme ça. Hein? Nous devons tirer maintenant les leçons du passé, du RCPCA. Il y a eu beaucoup de réalisations. Il y a eu ce qui a permis au pays de retrouver la stabilité aujourd'hui, parce qu'on a posé les bases. Hein, on a posé les bases de la reconstruction, on a posé les bases du relèvement, et c'est sur ça que nous allons construire maintenant le PND. Hein. Maintenant, le PND, c'est que on sort de l'humanitaire, c'est-à-dire de l'urgence, de l'humanitaire, c'est-à-dire l'aide qu'on apporte aux populations pour faire face aux besoins immédiats. Fondamentaux. Besoins fondamentaux, mais beaucoup plus les besoins immédiats. Nous ne pouvons pas vivre que dans l'immédiateté. Nous projetons notre développement sur 5 ans. On s'est dit, avec le PND, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays dans 5 ans? Et parmi ce dont nous avons besoin pour notre pays dans 5 ans, votre ministre de la Communication a dit, nous avons besoin d'une structure qui renferme à la fois la télévision, la radio, et puis tout cela doit être numérisé. Vous voyez? C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, monsieur le ministre, une autre préoccupation depuis 2021. Le gouvernement a produit 2 rapports dans le cadre de l'étude nationale prospective, RCA 2050. Alors, est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette projection, à quand la finalisation pour permettre justement de vivre ces bonnes choses? Parce que dans ce plan-là, il y a trop de choses justement pour que le pays puisse décoller. Alors, voyez-vous, quand vous parlez de l'ENP 2050, il faut aussi le développer. C'est l'étude nationale prospective pour permettre à notre pays de se projeter sur 30 ans. Parce que nous visons 2050. En 2050, par exemple, quelle serait la télévision centrafricaine? Comment va se présenter? Comment cette télé peut être en mesure de capter jusque dans l'arrière-pays, de répondre en temps réel. En termes de couverture. Couverture médiatique. Parce que le développement va s'accélérer. Et quand les choses vont s'accélérer, il faut que la communication aussi s'accélère. Donc en 2050, on veut une projection réelle de ce que notre pays est censé devenir, sur le plan économique, sur le plan politique. Alors, donc, on est en train de bâtir ce qu'on appelle des scénarios. Mais avant d'arriver à ces scénarios, il y a aussi des variables, un certain nombre de variables. Et en ce moment, nous sommes en train de chercher dans le cadre du Conseil des ministres, à recevoir l'équipe de coordination de l'ENP 2050 pour finaliser avec les membres du gouvernement
les variables que nous allons convoquer dans le cadre de cette étude. Une fois que c'est bouclé, on va vers les scénarios. Et c'est ces scénarios qui vont nous permettre maintenant de définir la vision vers laquelle nous voulons tendre pour permettre à notre pays de se positionner parmi les autres comme un pays émergent. Effectivement. Qu'est-ce qui nous empêche d'être un pays émergent? Vous comprenez? Monsieur le ministre, nous allons poursuivre cette discussion toujours avec le PND qui va déboucher à un avenir meilleur et harmonieux de la République centrafricaine sur les questions que nous allons soulever autour des mécanismes de sa mise en œuvre. C'est avec mademoiselle. Comme a dit mes prédécesseurs, Monsieur le ministre, le PND a pour objectif d'assurer une croissance pauvre et le bien-être à la population par la valorisation de nos ressources naturelles et la préservation de l'environnement. Quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour mobiliser 12,8 milliards de dollars, soit 40 milliards de francs CFA? Et la deuxième préoccupation, quels sont les grands axes stratégiques du PND quand l'organisation de la conférence des bailleurs de fonds? Voilà. C'est beaucoup de choses à la fois, mais tout ça c'est bien agencé. Et il y a une sorte d'agencement, il y a une sorte de cohérence. Je commence avec la question de mécanisme. Alors, vous voyez, pour lever 7 000 milliards de francs CFA, qui représentent 12,5 milliards de dollars, on ne se lève pas comme ça un matin et puis on va chercher à lever ces fonds. Donc, il faut mettre en place une stratégie. Alors, dites-vous bien que ce montant, c'est un montant indicatif. Parce que derrière tout ça, nous avons des contraintes. Quelles sont ces contraintes? Quelle est notre capacité réelle à rembourser si nous voulons emprunter cet argent à taux concessionnel, à taux réel? Quelle est notre capacité pour pouvoir rembourser cet argent? Donc, ça, on doit tenir compte. Mais aussi, c'est là que la question de stratégie trouve tout son sens. Quand on va lever ces fonds, on dit notre capacité d'endettement est limitée. Donc, on ne peut pas s'aventurer sur le terrain des fonds que nous allons lever et dont les taux de remboursement vont nous mettre du couteau à la gorge. On va s'orienter vers ce qu'on appelle le secteur privé. On va s'orienter vers les fonds privés. On va s'orienter vers les fonds souverains. Et c'est beaucoup plus dans cette direction que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Qu'est-ce que nous travaillons? Nous travaillons notre discours. Nous travaillons notre narratif. Vous voyez, quand vous allez chercher de l'argent, vous allez d'abord vendre votre pays. Dans notre narratif, nous allons mettre l'accent sur le potentiel de notre pays. Nous avons tellement de potentiel, mais on n'en parle pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'on découvre un carat qui pèse 177 carats. Et vous voyez, c'est le monde entier qui est en émoi et qui cherche à téléphoner au chef de l'État. Il y en a qui téléphonent au ministre de Mines et voulaient être en possession de... C'est une perle rare. De cette perle rare, de ce diamant. Vous voyez? Mais on a plus que ça. Oui. On a plus que ça. Et sous votre terre, on ne sait jamais sous le... Sous ce bâtiment. Sous ce bâtiment. Parce que même la ville de Bangui, vous le savez, mais ça reste un secret d'État. Même la ville de Bangui est construite sur des minerais. Des minerais. Vous allez au PK10. Allez au PK10. Au temps de l'Orostom, ils ont installé donc un observatoire scientifique pour essayer d'enregistrer
tous les mouvements sismiques autour de la ville de Bangui. Mais il s'est passé quelque chose. Hein. Dans les temps millénaires, il s'est passé quelque chose autour de la ville de Bangui. Alors donc, il faudrait aussi qu'on se mette nous-mêmes, qu'on prenne en main cette affaire-là et qu'on commence à étudier, à faire l'étude sérieuse des ressources que regorge notre pays, en commençant par la ville de Bangui. Donc, je reviens sur la question du narratif. On va pour vendre notre pays, vendre tout le potentiel, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va capter l'attention des bailleurs de fonds. Hein? Et quand on va capter leur attention, on dit, écoutez, voilà ce que nous avons comme projet. Nous avons du potentiel, mais les moyens nous manquent pour pouvoir mettre en œuvre ces potentiels. Si vous pouvez travailler avec nous sur tel projet, et vous allez gagner en ce qui vous concerne votre part, et nous allons gagner parce que nous avons du potentiel en République centrafricaine. Voilà, ça c'est les stratégies pour pouvoir atteindre donc les bailleurs de fonds et mobiliser les financements. Maintenant, j'en viens aux questions des axes, les axes stratégiques à partir desquels nous allons travailler. Hein, parce qu'on ne va pas faire un travail en désordre. Ce n'est pas un désordre organisé, mais c'est un ordre bien construit autour de 5 axes. Il y a l'axe numéro 1 qui concerne la sécurité, la gouvernance et l'état de droit. L'axe numéro 2, ça concerne donc le capital humain et l'accès aux services sociaux de base. Quand on parle de capital humain, il faut mettre là-dedans l'éducation, la santé, tout ce qui est formation professionnelle, formation professionnelle surtout. Qualifiée. Qualifiée. Professionnel qualifié. Merci pour... je vois que vous êtes un peu déjà versé dans la dynamique du PND. Ah, c'est une très bonne chose. Alors, l'axe numéro 3, c'est les infrastructures résilientes et durables. Il nous faut des routes. Nous sommes un pays enclavé, on ne peut plus continuer à s'amuser comme ça. Si on veut écouler nos produits vers l'extérieur, et maintenant qu'on cherche à avoir une débouchée vers le port de Pointe-Noire, et en même temps qu'on construit, on est en train de construire le CD13, c'est-à-dire la route qui part de Bangui, en passant par Mbaïki, Mongumba, Mbongumba Wesso, jusqu'au port de Pointe-Noire. En même temps, on cherche à négocier pour atteindre aussi le port de Malabo, non, le port de Bata, en Guinée équatoriale. Mais il y a aussi le port de Mombasa. Vous comprenez? Donc, dans le PND, nous aimerions que tous ces axes soient travaillés avec des routes praticables. Il y a maintenant il y a une manière maintenant de construire la route, même si c'est avec la latérite, mais avec des produits adjuvants qui font que la route devient comme si c'est le goudron. Ça, c'est des nouvelles techniques. Et nous sommes en train de travailler là-dessus pour qu'au moins qu'on puisse couvrir notre pays, plus de 6500 km avec ce genre de nouveaux matériaux. Donc ça, je suis dans l'axe 3. Donc les infrastructures résilientes. Mais il y a aussi les ponts. Est-ce que vous savez qu'il y a un projet de mettre un pont sur le fleuve Ubangui pour nous relier avec nos amis de la RDC? Et ça, c'est un projet qui va démarrer très vite. Si ce n'est pas en 2025, ce sera en 2025. Donc ça veut dire qu'il faut vous préparer à affronter le flux migratoire qui va nous venir de RDC, mais en même temps c'est une aubaine économique. Comment on peut écouler nos produits si on augmente en production agricole, comment écouler ça vers le RDC, vers les ports de RDC, etc. etc. Donc là nous sommes sur l'axe 3, maintenant l'axe 4, c'est la croissance économique, tout ce qui touche la croissance économique, les finances publiques, les filières productives.
Hein, c'est un peu le cœur de ma préoccupation avec le ministre des Finances. Donc nous travaillons avec les PME, PMI, avec le ministre du Commerce pour faire en sorte que notre pays puisse amorcer véritablement la productivité. Hein. Donc pour qu'il y ait plus de production, mais il faut aller aussi vers l'industrialisation, hein, de telle sorte qu'on puisse avoir suffisamment de poids dans notre balance commerciale qui est déficitaire. Il faut passer de la balance commerciale déficitaire vers une balance commerciale excédentaire. Hein, ça, c'est notre rêve. Hein, c'est notre défi à relever. Alors, le dernier axe, c'est l'environnement, le changement climatique et le développement durable. Hein. Les pays qui nous entourent ont eu la chance de se développer très vite, mais en même temps, ils sont rattrapés par la question de l'environnement. Parce que quand vous développez votre pays et en détruisant la nature, cela vous revient d'une certaine manière. Donc nous allons faire très, très attention à la question de l'environnement. Hein, vous voyez la colline Bazoubangi, ça, il faut protéger cette colline. Si on ne la protège pas, hein, ben, cette colline va nous lâcher. Et quand elle va nous lâcher, ben, on va connaître beaucoup de problèmes, hein, ici au niveau de la ville de Bangui. Donc c'est ça la question de l'environnement. Nos forêts, il faudrait qu'on protège nos forêts. C'est vrai qu'on a des difficultés pour avoir des éléments modernes pour la cuisine, pour le chauffage. On est obligé d'aller couper du bois. Mais il faut qu'on trouve un palliatif assez rapidement, hein, pour préserver notre forêt. Mais il y a en ce moment un projet avec le ministre des Eaux et Forêts, sous l'autorité du chef de l'État et du premier ministre chef du gouvernement, d'aller vite vers un programme de l'afforestation. Donc, reforestation, afforestation, pour permettre à notre pays d'avoir suffisamment de potentiel forestier pour pouvoir aussi aller sur le marché climatique, vendre, hein, pour vendre en termes de crédit. Ça aussi, ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. Voilà. Monsieur le ministre, notre entretien devient de plus en plus riche en enseignements. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Dernière question avant de pouvoir nous séparer et passer à la version langue nationale. Nous savons pertinemment, j'attaque les questions liées aux agrégats économiques. L'un des agrégats les plus subtils, c'est le PIB. Pour que véritablement le PIB un impact social sur la population, il faudrait un PIB à hauteur de 7%. Alors, vous, en tant que numéro 1 en charge de l'économie, quelles sont les solutions que vous comptez explorer pour atteindre cet objectif? Voilà, c'est tout un travail qui se fait non seulement au niveau de notre pays, mais il faudrait que je vous situe déjà dans le contexte régional. Dans le contexte régional, le PIB tourne autour de 1 à 3%. Même 3%, c'est... Voilà. Vous faites allusion à la CEMAC? Oui, ça je parle du pays de la CEMAC. Oui. C'est pas au-delà. Alors, si vous allez au niveau international, au contexte international, vous allez voir, ça tourne autour de... Ça part même de 0,5% pour aller vers 1%, 1,2%, 1,5%. Ça, c'est au niveau international. Donc, déjà, sur le plan de la conjoncture et de la conjecture internationale, le PIB, aujourd'hui, n'est pas à un niveau élevé. Alors, notre pays, aujourd'hui, tourne autour de 1%. C'est 1%. C'est pas rien du tout. Hein? Nous avons sorti notre tête de l'eau et nous avons atteint 1%. Il faut maintenir ce cap et aller au-delà. Donc, dans le cadre des agrégats économiques, nous avons réfléchi sur 2 scénarios.
un scénario, on peut dire, optimiste et un scénario pessimiste. Pour ceux qui aiment baigner dans le pessimisme, les afro-pessimismes, les centro-pessimismes, alors, il y a un scénario pour eux. Et les afro-optimistes et les centro-optimistes, il y a aussi un scénario pour eux. Donc, on a mis tout ça en musique. Si on va vers le scénario optimiste et que les projets que nous avons mis en place dans le cadre du PND pour aller à la rencontre des bailleurs de fonds, et si ces projets trouvent leur assentiment, leur adhésion, on peut aller vers un PIB qui peut, d'ici 3, 4, 5 ans, c'est-à-dire en 2028, on peut arriver au-delà de 4%, 5%, on peut même aller jusqu'à 7%. Et dites-vous bien que quand vous atteignez un PIB de 5%, vous êtes déjà dans la phase de l'émergence. Vous êtes déjà dans la phase de l'émergence. Et c'est ce que nous sommes en train de viser. Ça, c'est le scénario optimiste pour les centro-optimistes et les afro-optimistes. Alors, le scénario pessimiste, si vraiment on n'atteint pas cet objectif, on va tourner entre 1 et 2%. Et c'est vrai que le développement va mettre beaucoup de temps pour pouvoir se déclencher, mais au moins avec ça, nous sommes sûrs déjà de commencer à transformer le potentiel de notre pays, à relancer l'économie de notre pays et à permettre à notre pays de se positionner sur le plan international avec tout son potentiel. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Merci, monsieur le ministre, pour nous avoir égayés sur les grands chantiers mis en œuvre au regard de la vision politique de son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne le département dont vous avez la charge. Il ne reste qu'à vous remercier au nom de toute l'équipe de la production et de la supervision de cette émission Parole au gouvernement consacrée à la réalisation des 2 mandats du président de la République, chef de l'État, son excellence professeur Faustin Archange Touadéra. Mais je rappelle à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs, sur ce double plateau de la radio et la télévision centrafricaine, nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui le ministre en charge de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le professeur Richard Filakota, qui s'est prêté à cet exercice démocratique. Nous vous rappelons également que cette émission est conçue sous le leadership de son excellence, monsieur le ministre en charge de la communication et des médias, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, avec le concours infatigable de 2 chargés de mission, en l'occurrence Tita Samba et Dieudonné Mbokoli. Restez de notre cas dans une facture de minutes. Nous allons passer en version langue nationale et c'est dans un instant. À tout de suite.